Pouvoir illimité, changer de vie avec la PNL, le livre référence, Anthony Robbins. Si un individu produit un résultat que nous voulons imiter, savoir qu'il a formé telle image mentale et qu'il s'est dit telle phrase ne suffit pas. Nous avons besoin d'outils plus affûtés pour accéder véritablement à ce qui se passe dans son esprit. C'est là qu'interviennent les sous-modalités. Elles sont les qualités exactes des éléments requis pour obtenir un résultat. Ce sont les parties les plus petites et les plus précises qui composent la structure de l'expérience humaine. Pour être en mesure de comprendre et de contrôler une expérience visuelle, nous devons en savoir plus sur l'objet qui la provoque. Nous devons savoir s'il est clair ou foncé, noir, blanc ou coloré, mobile ou fixe. De la même façon, nous avons besoin de savoir si une communication sonore est forte ou faible, proche ou éloignée, sourde ou timbrée. Voici une liste de sous-modalités. Page 124. Liste de sous-modalités possibles. Première catégorie, liste des sous-modalités visuelles. Petit 1. Image qui défile ou vue fixe. Petit 2. Panoramique ou encadré, entre parenthèses, si encadré, format du cadre. Petit 3. Couleur ou noir et blanc. Petit 4. Luminosité. Petit 5. Taille de l'image, entre parenthèses, grandeur nature, plus grand, plus petite. Petit 6. Taille de l'objet central. Petit 7. Je figure ou non dans l'image. Petit 8. Distance entre l'image et moi. Petit 9. Distance entre l'objet central et moi. Petit 10. En 3 dimensions. Petit 11. Intensité de la couleur, entre parenthèses, ou du noir et blanc. Petit 12. Degré du contraste. Petit 13. Mouvement ou non, entre parenthèses si oui, rapide ou lent. Petit 14. Net ou flou, entre parenthèses, et quels éléments. Petit 15. Netteté intermittente ou permanente. Petit 16. Nombre d'images, entre parenthèses, passage de l'une à l'autre. Petit 17. Le lieu. Exemple des sous-modalités visuelles qui semblent avoir le plus d'effet sur la plupart des individus. Deuxième catégorie, liste de sous-modalités sonores. Petit 1. Le volume. Petit 2. La cadence, entre parenthèses, interruption, série. Petit 3. Le rythme, régulier ou non. Petit 4. Inflexion, entre parenthèses, mots appuyés et comment. Petit 5. Le tempo. Petit 6. La pause. Petit 7. La tonalité. Petit 8. Le timbre. Entre parenthèses, le type, origine de la résonance.
Petit 9, caractéristiques du son. Entre parenthèses, rauque, suave, etc. Petit 10, déplacement du son dans l'espace. Troisième catégorie, liste de sous-modalités possibles kinesthésiques. Petit 1, température. Petit 2, texture. Petit 3, vibration. Petit 4, pression. Petit 5, mouvement. Petit 6, durée. Petit 7, permanent ou intermittent. Petit 8, intensité. Petit 9, le poids. Petit 10, densité. Petit 11, emplacement. Quatrième catégorie, liste de sous-modalités possibles, douleur. Petit 1, picotement. Petit 2, chaud ou froid. Petit 3, crampe. Petit 4, vive ou sourde. Petit 5, pression. Petit 6, durée. Petit 7, intermittente, entre parenthèses, pulsation, etc. Petit 8, emplacement. Autre distinction importante. L'image est-elle associée ou dissociée? J'appelle image associée une image dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver vraiment, où vous voyez, où vous entendez et où vous sentez ce qui vous entoure comme si vous étiez effectivement en chair et en os dans le temps et le lieu où l'événement se produit. Une image dissociée est au contraire celle d'une scène que vous avez l'impression d'observer de l'extérieur. Voir une image dissociée de vous-même, c'est comme regarder un film fait sur vous. Essayez pendant un instant de vous rappeler une expérience agréable que vous avez faite récemment. Essayez en fait d'entrer dans cette expérience. Regardez ce que vous avez vu. Événements, images, couleurs, lumière, etc. Écoutez ce que vous avez entendu. Voix, sons, etc. Éprouvez ce que vous avez ressenti. Émotions, température, etc. Observez l'impression que cela vous procure. Sortez maintenant de votre corps et sentez que vous êtes en train de vous éloigner de la scène
mais que vous vous placez à un endroit d'où vous pouvez toujours vous observer. Quelle différence remarquez-vous? Dans quel cas les sensations étaient-elles les plus vives? Dans le premier ou le second? Vous connaissez maintenant la différence entre une expérience associée et une expérience dissociée. En utilisant les distinctions de sous-modalités, comme celle qui oppose association et dissociation, vous pouvez radicalement transformer l'expérience que vous faites de la vie. Nous avons appris que toutes les conduites humaines résultent de l'état dans lequel nous sommes et que nos états sont créés par nos représentations internes, parce que nous nous représentons, ce que nous nous disons, etc. Et par notre physiologie, la façon dont nous utilisons les différentes parties de notre corps. Nous allons voir dans ce chapitre comment modifier en un instant nos représentations internes et du même coup, modifier nos états et nos comportements. Tout comme un metteur en scène peut modifier l'effet que son film produit sur le public, vous pouvez modifier les effets que tout événement de la vie produit sur vous. Le metteur en scène modifiera l'angle de la prise de vue, le volume et le style de musique, la vitesse et l'ampleur des mouvements, la couleur et la qualité de l'image, et créera ainsi l'état qu'il veut dans le public. Vous pouvez diriger votre cerveau de la même façon afin d'engendrer les états et les comportements qui contribuent à vos besoins les plus chers. Et je vais vous montrer comment. Je voudrais que vous vous rappeliez un souvenir très agréable. Ce peut être un souvenir ancien ou récent. Fermez les yeux. Détendez-vous. Et concentrez-vous dessus. Essayez maintenant de rendre cette image de plus en plus claire. Au fur et à mesure que l'image s'éclaircit, notez les transformations de votre état.
Maintenant, arrêtez et agrandissez l'image. Que se passe-t-il quand vous agissez sur elle? L'intensité de l'expérience change, n'est-ce pas? Chez la plupart des gens, éclaircir, agrandir et rapprocher une image la rendent plus puissante et plus agréable. Cela augmente la force et le plaisir de la représentation interne. Cela vous met dans un état de puissance et de joie plus grande. Tout le monde a accès aux 3 modalités. Entre parenthèses, représentation interne, visuelle, auditive et kinesthésique. Mais chacun recourt de façon différente aux différents systèmes de représentation. Beaucoup de gens accèdent à leur cerveau dans un cadre surtout visuel. C'est ce que nous avons fait dans l'expérience précédente. Revenez maintenant aux souvenirs agréables de tout à l'heure. Augmentez le volume des voix et des sons que vous entendez. Rythmez-les plus. Augmentez-en les basses et le timbre. Faites ensuite de même avec les sous-modalités kinesthésiques. Rendez votre souvenir plus chaud, plus mou, plus doux que précédemment. Quelle sensation la scène provoque-t-elle maintenant? Tout le monde ne répond pas de la même façon. Les éléments kinesthésiques, en particulier, provoquent des réactions différentes selon les individus. Mais, pour la plupart d'entre nous, éclaircir et agrandir une image la renforce. Cela donne à la représentation interne
plus d'intensité, plus d'attrait et surtout, cela met dans un état plus constructif, plus fécond. Lorsque je fais faire ces exercices lors de mes séminaires, je réussis à voir exactement ce qui se produit dans l'esprit des gens en observant les modifications de leur physiologie. Leur respiration devient plus profonde, leurs épaules s'élargissent, leur voix se détend, leur corps tout entier semble plus alerte. Faisons le même exercice avec une image négative. Réfléchissez à une scène pénible et douloureuse. Augmentez-en maintenant la luminosité. Rapprochez-la de vous. Agrandissez-la. Que se passe-t-il dans votre cerveau? La plupart des gens constatent que leur état négatif a empiré. Maintenant, reprenez l'image du début. Que se passe-t-il si vous l'assombrissez, si vous en diminuez la taille et l'éloignez de vous? Notez les différences d'impression. Vous constaterez que les sensations négatives ont perdu de leur intensité. Essayez la même expérience avec d'autres modalités. Écoutez votre voix intérieure ou tout autre son présent dans la scène. Et donnez-lui un ton élevé, martelé. Ou bien durcissez tout ce que vous touchez.
il est vraisemblable que la même chose va se reproduire. Les sensations négatives vont être accentuées. Je le répète, mais je ne veux pas que vous considériez ces exercices d'un point de vue théorique. Je souhaite que vous les exécutiez en vous concentrant et en notant soigneusement les modalités et sous-modalités qui ont le plus de pouvoir sur vous. Recommençons donc ces exercices en faisant attention à la façon dont la manipulation des images modifie l'impression qu'elles font. Reprenez l'image négative précédente et rétrécissez-la. Soyez conscient de ce qui se passe au fur et à mesure qu'elles rapetissent. Maintenant, rendez-la plus floue. Plus obscure et plus difficile à voir. Puis, éloignez-la de vous. Repoussez-la jusqu'à ce que vous la voyiez à peine. Et pour finir, ramenez-la en plein soleil. Notez ce que vous entendez, voyez et ressentez au fur et à mesure qu'elle disparaît. Faites la même chose avec la modalité sonore. Diminuez le volume des voix que vous entendez. Rendez-les plus nonchalantes. Ôtez-leur leur rythme et leur vigueur.
Faites la même chose avec les perceptions kinesthésiques. Qu'arrive-t-il à l'image négative? Si vous êtes comme la plupart des gens, elle perd de sa force. Elle devient moins intense, moins douloureuse, ou même disparaît. Vous pourriez en faire autant avec un événement du passé qui vous a causé beaucoup de chagrin. Le dissoudre et le faire disparaître complètement. Je pense que vous voyez, à partir de cette petite expérience, la force que peut avoir cette technique. En quelques minutes seulement, vous avez réussi à augmenter une sensation positive et à diminuer une sensation négative. Dans le passé, vous étiez à la merci de vos représentations internes. Vous savez désormais qu'il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. Cela revient à dire qu'au fond, vous pouvez vivre de deux façons. Ou bien laisser votre cerveau vous diriger, comme il le faisait dans le passé, le laisser vous projeter n'importe quelle image, son ou sensation et réagir automatiquement comme un véritable chien de Pavlov, ou bien choisir de diriger consciemment votre cerveau, lui donner les directives que vous désirez lui donner, débarrasser les images négatives de leur force, vous les représenter d'une manière qui ne vous affaiblisse plus, d'une manière qui vous permette de les manier efficacement. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé devant une tâche si énorme que vous n'imaginez même pas pouvoir en venir à bout et que donc vous n'avez même pas entamé? Si vous vous la représentez plus petite, vous aurez l'impression d'être capable de l'accomplir. Et au lieu de vous sentir dépassé, vous prendrez les mesures nécessaires. Je sais que cela peut paraître simpliste et pourtant, quand on essaye, on s'aperçoit qu'en modifiant ces représentations internes, on peut modifier l'impression que donne une chose à accomplir et donc sa façon d'agir. Et bien sûr, vous savez maintenant qu'il est possible d'exalter les expériences agréables, de prendre en considération les petites joies de l'existence et d'en augmenter l'importance, d'en faire le rayon de soleil de la journée et de vous sentir aussitôt plus léger et plus heureux. Nous disposons là du moyen de donner plus de piment, d'attrait et de gaieté à la vie. Rien n'est bon ni mauvais, mais y penser le rend ainsi. Shakespeare.
Vous vous rappelez qu'au premier chapitre, nous avons parlé de la marchandise des rois. Les rois gouvernaient leur royaume. Eh bien, votre royaume, c'est votre cerveau. Et vous pouvez le gouverner en contrôlant la manière dont vous vous représentez les expériences de la vie. Toutes les sous-modalités dont nous avons parlé disent au cerveau ce qu'il doit ressentir. Rappelez-vous en effet ceci. Nous ne savons pas exactement de quoi est réellement faite la vie. Nous ne connaissons que la représentation que nous nous en faisons. Si donc nous nous représentons une image négative sous une forme volumineuse, claire, puissante et sonore, notre cerveau nous fera ressentir une mauvaise expérience extrêmement volumineuse, claire, puissante et sonore. Mais si nous rétrécissons cette image, l'obscurcissons, l'immobilisons, nous lui ôterons sa force et le cerveau réagira en conséquence. Au lieu de nous mettre dans un état négatif, il suffit de hausser les épaules et de traiter cette image sans la laisser nous bouleverser. Le langage nous donne beaucoup d'exemples du pouvoir de nos représentations. Que voulons-nous dire quand nous déclarons qu'un individu est promis à un brillant avenir? Que ressentons-nous quand quelqu'un nous dit que l'avenir paraît sombre? Ou quand nous parlons de faire la lumière sur une affaire? Qu'entendons-nous par l'expression prendre des proportions excessives ou donner une image déformée des faits? Ou quand nous annonçons que quelque chose nous pèse sur la conscience ou que nous avons fait une fixation mentale sur tel événement? Qu'entendez-vous par « ça sonne bien » ou « il s'est produit un déclic » ? Nous avons tendance à considérer ces expressions comme des métaphores. Ce n'en sont pas. Ce sont généralement des descriptions précises de ce qui s'est produit dans votre esprit. Repensez à ce qui s'est produit tout à l'heure, quand vous vous êtes rappelé un mauvais souvenir et l'avez agrandi. Vous rappelez-vous comment cela a accentué l'aspect négatif de l'expérience et comment cela vous a mis dans un état négatif? Pouvez-vous trouver un meilleur moyen de décrire cette expérience que de dire qu'elle a pris des proportions excessives? Nous savons donc, d'instinct, le pouvoir de nos images mentales. Je le répète, nous pouvons contrôler notre cerveau et ne pas nous laisser contrôler par lui. Voici un exercice simple qui pourra aider beaucoup de gens. Avez-vous déjà été obsédé par un dialogue intérieur que vous ne réussissez pas à interrompre, comme si votre cerveau refusait de se taire? Si cela vous arrive encore, essayez simplement de baisser le volume.
Atténuez la voix qui résonne dans votre tête. Éloignez-la. Cela suffit souvent pour régler le problème. Ou bien, entendez-vous parfois une voix qui vous empêche d'agir? Laissez-la désormais dire la même chose. Mais donnez-lui un ton enjôleur, presque câlin. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Quel effet cela produit-il? En principe, vous allez avoir très envie de faire ce que la voix vous interdit de faire. Curieux, non? Passons à un autre exercice. Cette fois-ci, pensez à quelque chose que vous étiez très désireux de faire. Détendez-vous et formez une image mentale aussi claire que possible de la scène que vous voulez évoquer. Prenez votre temps et répondez à mes questions une par une. Les réponses varient selon les individus. Voyez-vous la scène comme un film ou comme une vue fixe? Est-elle en couleur ou en noir et blanc? Est-elle proche ou éloignée? Est-elle à droite, à gauche ou au centre? Est-elle dans le haut, le bas ou le milieu de votre champ de vision? Est-elle associée, c'est-à-dire la voyez-vous comme si vous y étiez présent, ou dissociée, c'est-à-dire la voyez-vous comme un observateur extérieur? Est-elle encadrée? Ou s'agit-il d'un panorama qui s'étend à l'infini? Est-elle claire ou sombre? Est-elle nette ou floue?
Tout en faisant cet exercice, notez les sous-modalités qui se manifestent avec le plus d'intensité. Passez maintenant en revue vos sous-modalités auditives et kinesthésiques. Quand vous écoutez ce qui se passe, entendez-vous votre propre voix ou les voix des autres personnes présentes? Entendez-vous un dialogue ou un monologue? Les sons que vous entendez sont-ils forts ou faibles? Présentent-ils des inflexions variées ou sont-ils monocordes? Sont-ils rythmés ou hachés? Le rythme est-il rapide ou lent? Les sons vont et viennent-ils ou sont-ils permanents? Quelle est la phrase principale que vous entendez ou que vous vous dites à vous-même? D'où vient le son? Quand vous touchez, est-ce dur ou mou? Chaud ou froid? Rugueux ou lisse? Souple ou rigide? Solide ou liquide? Pointu ou émoussé? Sur quelle partie de votre corps s'exerce la sensation? Est-ce sucré ou aigre? Au début,
vous aurez peut-être des difficultés à répondre à certaines de ces questions. Si par exemple, vous avez tendance à former vos représentations internes sous forme kinesthésique, vous allez vous dire que vous ne voyez pas d'image. Sachez cependant que c'est une croyance et que tant que vous vous y tiendrez, elle sera vraie. Au fur et à mesure que vous prendrez conscience de vos sous-modalités, vous apprendrez à améliorer votre perception par ce que j'appelle le chevauchement. En attendant, si vous êtes surtout auditif, par exemple, mieux vaut commencer par vous accrocher à tous les souvenirs sonores que vous avez de la scène. Puis une fois que vous aurez composé une représentation interne riche et féconde, il vous sera beaucoup plus facile d'y introduire un cadre visuel afin de travailler sur les sous-modalités visibles ou bien un cadre kinesthésique pour faire intervenir des sous-modalités kinesthésiques. Vous venez donc de voir la structure d'une scène où vous étiez très motivé pour agir. Imaginez maintenant une action pour laquelle vous désiriez être très motivé alors que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Formez-en une image mentale. Posez-vous ensuite les mêmes questions que plus haut, en prenant soin de noter en quoi les réponses diffèrent des réponses précédentes. Vous passerez ainsi en revue toutes les sous-modalités visuelles, auditives et kinesthésiques. Quand vous écoutez ce qui se passe, entendez-vous votre propre voix ou les voix des autres personnes présentes? Entendez-vous un dialogue ou un monologue? Les sons que vous entendez sont-ils forts ou faibles? Présentent-ils des inflexions variées ou sont-ils monocordes? Sont-ils rythmés ou hachés? Le rythme est-il rapide ou lent? Les sons vont et viennent-ils ou sont-ils permanents?
quelle est la phrase principale que vous entendez ou que vous vous dites à vous-même? D'où vient le son? Lorsque vous touchez, est-ce dur ou mou? Chaud ou froid? Rugueux ou lisse? Souple ou rigide? Solide ou liquide? Pointu ou émoussé? Sur quelle partie de votre corps s'exerce la sensation? Est-ce sucré ou aigre? Revenez maintenant à l'expérience pour laquelle vous étiez très motivé. Appelons-la l'expérience 1. Puis, à l'expérience pour laquelle vous vouliez être motivé. L'expérience 2. Et regardez-les simultanément. Ce n'est pas difficile. Imaginez votre cerveau comme un écran de télévision coupé en deux. Et regardez les deux images à la fois. Il y a des différences de sous-modalité, n'est-ce pas? C'est facile à prévoir puisque des représentations différentes produisent des effets différents sur le système nerveux. Reprenez maintenant les sous-modalités dont nous savons qu'elles sont motivantes et petit à petit, rectifions les sous-modalités de l'expérience où nous ne sommes pas encore motivés, l'expérience 2, afin de les amener au niveau de celle pour laquelle nous sommes motivés, entre parenthèses, les sous-modalités de l'expérience 1. Les différences varient d'un individu à l'autre. Mais il y a de fortes chances pour que l'image de l'expérience 1 soit plus claire que celle de l'expérience 2. Elle sera également plus audible et plus rapprochée. Concentrez-vous sur ces différences et agissez sur la deuxième représentation de manière qu'elle devienne de plus en plus semblable à la première. N'oubliez pas de faire de même
pour les représentations auditives et kinesthésiques. Allez-y. Quelle impression vous fait maintenant l'expérience d'eux? Êtes-vous plus motivé? Cela devrait être le cas si vous en avez aligné les sous-modalités sur celles de l'expérience 1. Par exemple, si la scène 1 était animée et la scène 2 fixe, vous avez animé la scène 2. Si la scène 1 était en haut et à droite, claire et proche, vous avez mis la scène 2 dans les mêmes conditions, etc. Cet exercice surprend parfois. Pourtant, si l'on y réfléchit, il est assez logique. Si vous connaissez les indications représentatives qui mettent votre esprit dans un état particulier et que vous appliquiez ces indications à une expérience, vous réagirez comme ces indications ordonnent à votre système nerveux de réagir face à cette situation. Rappelez-vous que les mêmes représentations internes créent les mêmes états, les mêmes sensations. Et les mêmes sensations déclenchent les mêmes actions. C'est pourquoi, si vous réussissez à savoir ce qui vous motive pour entreprendre telle action, vous saurez exactement quoi faire pour vous sentir motivé en toutes circonstances. Et à partir de cet état de motivation, vous pourrez agir efficacement. Il est important de noter que certaines sous-modalités essentielles nous affectent plus que d'autres. Par exemple, j'ai demandé un jour à un homme avec qui je travaillais quelles étaient les sous-modalités qui le motivaient le plus. La plupart des sous-modalités visuelles ne semblaient pas l'affecter beaucoup. En revanche, les mots et le ton de la voix qu'il employait pour se parler à lui-même jouaient un rôle considérable. En outre, quand il était motivé, il sentait une tension dans ses biceps. Par contre, quand il n'était pas motivé ou qu'il était fâché, il éprouvait une tension dans la mâchoire et son ton de voix changeait complètement. En modifiant seulement ces deux sous-modalités, je pouvais le faire passer instantanément d'un état de contrariété et de désintérêt à un état de motivation. On peut faire la même chose avec la nourriture. Une femme adorait le chocolat à cause de sa texture, de son aspect lisse et crémeux,
mais elle détestait les raisins parce que les pépins croquaient sous la dent. Il m'a suffi de lui demander d'imaginer qu'elle mangeait un grain de raisin doucement, qu'elle le mordait lentement et qu'elle en sentait la texture en le faisant tourner dans sa bouche. Je lui ai également demandé de décrire le processus. Ayant fait cela, elle se mit aussitôt à apprécier le raisin et continue depuis à l'aimer. Quand on est comme moi, ce que j'ai appelé un imitateur, on est toujours curieux de savoir comment les gens font pour obtenir tel résultat, mental ou physique. Les gens qui viennent me voir pour me demander conseil me disent « Je suis complètement déprimé ». Je ne leur demande ni pourquoi ils sont déprimés, ni de me représenter et de se représenter à eux-mêmes les raisons de leur dépression. Cela ne ferait que les plonger dans un état de dépression plus profond. Je ne veux pas savoir le pourquoi de leur malaise, mais son comment. Je leur demande donc « Comment vous y prenez-vous » J'ai droit généralement à un regard étonné, parce que la personne ne se rend pas compte qu'elle doit faire un certain nombre de choses dans son esprit et dans son corps pour être déprimée. Je lui demande alors « Si j'étais dans votre corps, comment ferais-je pour me sentir déprimée? Qu'est-ce que j'imaginerais? Qu'est-ce que je me dirais? Comment le dirais-je? Sur quel ton le dirais-je? » Ces processus provoquent en effet des réactions mentales et physiques spécifiques et produisent donc des effets affectifs particuliers. Si vous modifiez la structure du procédé, il peut se transformer en autre chose, en un état différent de celui de dépression. Une fois que vous savez consciemment comment vous faites certaines choses, vous pouvez commencer à faire marcher vous-même votre cerveau et à créer les états qui vous aident à vivre de la manière que vous désirez et que vous méritez.